Bienvenue dans Spécial Investigation, l'émission qui contre-enquête notre monde. Aujourd'hui, la Belgique et le terrorisme islamiste. Depuis 3 jours, le pays a été placé en état d'alerte maximale. Face à cette actualité, nous avons décidé de modifier notre programmation. La Belgique, trou noir du djihadisme en Europe, la plupart des assaillants qui ont frappé chez nous y sont passés récemment. L'enquête que vous allez voir a été tournée au cœur des quartiers musulmans de Vilvoorde. Écartèlement culturel des jeunes, impact de la propagande, impuissance des parents et des pouvoirs publics. L'enquête pose toutes les questions qui dérangent, une immersion en profondeur qui tranche avec les reportages diffusés habituellement. Le journaliste donne la parole aux musulmans eux-mêmes, ceux qui luttent contre Daesh et dénoncent sa folie meurtrière, une autre vision de l'islam, paradoxalement un film émouvant et même réconfortant. L'autre djihad, c'est une enquête de Rudy Vranckx dans Spécial Investigation. Une vague de terreur déferle sur l'Europe. Des jeunes Belges menacent d'organiser des attaques depuis la Syrie. Tout ceci est commis au nom de l'islam. Les membres de la communauté musulmane sont montrés du doigt, mais on écoute rarement ce qu'ils ont à dire. Pendant plusieurs mois, j'ai cherché à connaître leur point de vue sur ces événements et sur l'extrémisme pour savoir comment ils faisaient face à cette situation. Ça va? Bien et toi? Bonjour. La forme? Le célèbre pont de Vilvoorde. Un jour, la télévision norvégienne est venue ici. Et ils nous ont demandé où est-ce qu'on peut trouver des djihadistes, des terroristes. Ils pensaient que tous les djihadistes étaient ici. Moad travaille en étroite collaboration avec la mairie de Vilvoorde, mais il fait également partie de ce groupe de jeunes. C'est qui tes amis? Ici, tout le monde se connaît. Bonjour. Oui, je vous ai déjà vu tout à l'heure. Bonjour. Et voici notre Carrasco à nous. Regardez, c'est son frère. C'est vrai? Ouais, on lui dit tout le temps. Tu vas à Monaco aussi? Ça se voit, non? Bonjour, enchanté. Ouais, c'est vrai, il y a une petite ressemblance. Vous êtes tous de Vilvoorde? On est né ici, on a grandi ici, et ce sera toujours notre foyer. C'est pas vrai, Moad? C'est clair. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui s'est passé ici? Ouais, tout le monde s'en est rendu compte. On sait très bien ce qui se passe. En fait, ça a commencé en 2011, quand le gouvernement belge a adopté une loi contre les burkas. Les jeunes se sont posé des questions. Combien de femmes portaient des burkas à l'époque? 10, 20? C'était disproportionné comme mesure. Ça vous a paru injuste, en fait? Oui, c'est devenu invivable pour les musulmans ici. C'est comme ça que les jeunes l'ont perçu, et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, il y a eu la guerre en Syrie, avec ces images atroces d'Assad qui massacrait son propre peuple. Ces 2 événements ont été utilisés par des radicaux pour transmettre leurs idées à certains jeunes. Vous avez des connaissances ou même des amis parmi ceux qui sont partis faire le djihad? Ouais. Dans cette rue, il y a eu 8 départs. Tous les habitants de Vilvoorde connaissent quelqu'un qui est parti. C'était des jeunes comme nous. Ils jouaient au foot le dimanche, on allait à l'école ensemble. Tu te souviens? Ouais, c'est vrai. 6 d'entre eux avaient même un super boulot. Bah, ils sont partis. Abdou! Tout le monde est parti. Avant, quand il faisait beau comme ça le dimanche, c'était bondé ici. Vilvoorde, c'est désert maintenant. Carrément? C'est l'impression qu'on a. Toute une génération a disparu, en fait. Exactement. J'ai grandi avec eux. On était dans la même classe. Les 3/4 sont partis. Ah oui, ça fait beaucoup. C'est clair. Et ça nous touche de près. Parfois, on apprend que certains de nos amis sont morts et ça nous fait beaucoup de peine. Moad est inquiet à cause des dangers qui menacent ces jeunes. Et il fait ce qu'il peut pour arranger les choses. La mairie, les mosquées, les parents, ils ont tous fait des erreurs. Tout le monde a une part de responsabilité là-dedans. Les jeunes n'avaient nulle part où aller pour parler de leurs problèmes, de leurs questionnements sur la religion, sur l'école. Et maintenant, ils ont un endroit? On y travaille. Le maire a besoin d'argent pour mettre en place des structures pour les jeunes. Pas seulement pour qu'ils puissent jouer au foot ou au basket, mais aussi pour les aider et les conseiller. Et vous auriez un rôle à jouer là-dedans?
Tout le monde a un rôle à jouer. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de travailler ensemble, de s'écouter les uns les autres et de proposer des solutions. C'est notre responsabilité à tous. Tout le monde doit participer. Ces dernières années, 28 jeunes Belges ont quitté leur foyer de Vilvoorde. Leur départ a laissé un grand vide dans leur groupe d'amis. Et pour leurs parents, c'est encore plus difficile. Il y a 2 ans, le fils de Salia a décidé de partir en Syrie. Sabri venait d'avoir 18 ans. Ali ibn Abi Talib. Votre fils, Oui. Ali ibn Abi Talib. Oui. C'était quand il était en Syrie, c'est ça? Oui. C'est quand il m'avait dit que c'était la dernière fois. Ah. Il m'a dit, tu fais la fâchée, puis tu fais la désolée. C'est fini. Moi, je suis sérieux. Salam alaikum. Passe le salam à la famille. Et moi, je lui ai répondu que Dieu te protège et t'assiste. Amen. Et après, c'était fini. Et mon mari lui a envoyé un message. Il lui a dit, Salam, c'est papa, comment tu vas? Il n'a plus jamais répondu. Il y a plus de 2000 messages. Hein. Tous les jours, je lui ai envoyé des messages, matin, midi et soir. Il me disait, je t'aime. Ici, moi, je lui dis, ne m'oublie jamais, Sabré, quoi qu'il arrive, mon fils. Moi, je ne t'abandonnerai jamais, jamais. Quoi qu'il se passe, tu es un morceau de moi. Pardonne-moi, mon fils, pour tout ce que j'ai fait de mal envers toi et tout ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait pour toi. Si on ne se revoit pas, j'espère qu'on se reverra au paradis. Quand il avait Facebook et qu'il ouvrait, qu'il voyait tous ces messages, il me disait, maman, tu ne peux pas savoir comme ça me réchauffe le cœur de voir que vous pensez à moi tous les jours. Je disais, reviens, c'est nous ta famille, tu fais quoi là-bas? Reviens, ils vont tous vous buter là-bas. Les rebelles syriens et les autres djihadistes, tu es en danger, je lui dis. Et là, je disais clairement que les djihadistes qui étaient là, ben, leur but c'était de prendre la Syrie. Qu'est-ce qu'il a répondu là-dessus? Si vous voulez qu'on garde le contact, je vais établir une règle. Ne dis plus reviens, reviens, ça ne servira à rien. Voilà. C'est clair. Voilà. C'est ce que tous les jeunes disent à leurs parents. Hein. Fin mai, il est rentré un jour avec un ami à lui de Vilvoorde qui était habillé en pachtoun. Moi, je l'appelais le pachtoun. Parce qu'il avait sa longue djellaba, il avait sa barbe, une veste coupée, des Nike, sa tequilla sur la tête et la barbe. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est quoi cette transformation? Je dis, tu te rends compte, on est à Vilvoorde, tu attires l'attention, comme ça, c'est vraiment pas le moment. Et donc, mon fils a commencé à fréquenter ce gamin-là. Et après, il a commencé à me dire, maman, je vais à la mosquée. Et puis, ça a commencé à me poser un problème quand il allait 5 fois par jour à la mosquée. Il ne voulait plus aller travailler. Et ça me posait un problème aussi parce que je le voyais de moins en moins et il avait des nouveaux amis. Donc, ses amis d'avant, il avait fait une croix dessus. Donc, il s'était coupé du monde dans lequel il était et il s'est mis dans un autre monde. Je disais, mais Sabri, tu ne peux pas mettre la religion avant et à la place de tout. En juillet, quand le ramadan a commencé, je lui ai dit, tu vas venir avec moi au Maroc et on va faire le ramadan là-bas. Donc moi, mon but, c'était de le couper avec ces fréquentations-là pour qu'il puisse, lui, à un moment donné, prendre du recul et réfléchir. Mais c'était sans compter sur Facebook et ses amis de Vilvoorde, mais qui étaient déjà en Syrie. Et puis quand on est revenu à Bruxelles, il était tout le temps en train de me regarder, tout le temps. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu as à me regarder, Sabré, comme ça? Il me disait, mais t'es ma maman, je te regarde parce que je t'aime. Mais il était en train de, on dirait, de faire une réserve de mon image. Et puis le lendemain matin, je me lève, je vois qu'il n'est pas dans son lit. Et c'était pas la première fois qu'il n'était pas dans son lit. Mais cette fois-là, je savais que je ne le reverrais plus.
Et 2 jours après, il a envoyé un message sur Facebook en disant qu'il était en Syrie. À ce moment-là, c'est comme il écrivait « Je suis en Syrie », moi je lisais « Je suis mort ». Quand on m'a annoncé sa mort, la première chose, c'était un soulagement. C'est comme un second souffle, en fait. La souffrance, elle est toujours là. Hein. Et elle est toujours restée là. Mais ce qu'il y a, c'est que je me suis dit, maintenant, je ne serai plus inquiète. Maintenant, je ne vais plus être angoissée. Maintenant, je ne suis plus anxieuse. Maintenant, je vais souffrir, je vais avoir mal, mais c'est tout. Et c'est une souffrance... c'est juste l'horreur. C'est comme si vous étiez dans la guerre et que vous voyez votre enfant en train de se faire massacrer, mais que vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes de l'autre côté de la fenêtre. Saliha a voulu parler de son expérience et avertir les parents des dangers de la radicalisation. Mais au début, personne ne la prenait au sérieux. Mais c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'on a écrit du courrier au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre. On ne nous a jamais répondu. On ne nous a jamais répondu. Après Charlie Hebdo, il y a eu subitement un électrochoc où là, ils se sont dit, ben maintenant, on doit faire quelque chose avec le civil, avec les gens, avec les parents, avec les cousins, les frères, les sœurs, les éducateurs de rue. Et donc là, à ce moment-là, la prévention a commencé à s'installer. Ces dernières années, plus de 400 jeunes Belges sont partis en Syrie depuis Vilvoorde, Bruxelles, Verviers, Courtrai ou Genk. Mais c'est la ville d'Anvers qui a connu la plus grande vague de départ. 70 personnes au total. Et beaucoup d'autres envisagent de partir à leur tour. D'un point de vue identitaire et religieux, ils ne se sentent plus chez eux ici. Ils ont besoin d'être compris et guidés. C'est ce que propose le centre psychosocial Al-Miezan. Avec l'actualité, tous les journaux critiquent les musulmans. Alors quand un jeune s'est converti ou veut se convertir à l'islam, il a envie d'être musulman, mais il a peur aussi. Et ce processus peut mener à l'isolement social. Les gens vivent repliés sur eux-mêmes. Bonjour, salam alaikum. Ça va? Bien, et toi? Je voudrais pas dire, mais c'est le Belge qui est en retard, et le Marocain qui est à l'heure. Pour une fois. Tu le notes? On est quitte maintenant. C'est notre psychologue. Il est aussi maître de conférences à l'université. Je viens l'aider dans son travail. Quand les gens ont des problèmes d'ordre spirituel, ils peuvent venir nous voir. Et vous avez une longue liste d'attente, c'est ça? Oui, vraiment très longue. On entend souvent dire que les gens qui partent en Syrie, par exemple, tournent le dos à notre monde parce qu'ils veulent vivre dans un environnement purement islamique. C'est ça? Oui, et la plupart du temps, ils se rendent compte que c'est exactement le contraire. C'est bien le problème. On leur promet beaucoup de choses pour les convaincre d'y aller, mais en général, une fois là-bas, on se sert d'eux, on les maltraite. Nous, on voudrait faire comprendre aux gens qu'il est tout à fait possible d'être musulman ici, en Occident, et qu'ils peuvent trouver des valeurs tout aussi formidables dans leur vie au sein de cette société. On se dit souvent qu'il faut choisir entre l'islam et ça, mais je pense que les deux peuvent s'harmoniser parfaitement. C'est important de faire passer ce message par les temps qui courent. Nous sommes autorisés à filmer une consultation pour voir comment Sofiane et Souleymane abordent leur travail. Le jeune homme qui est venu leur demander conseil préfère garder l'anonymat. Sofiane commence par une prière musulmane traditionnelle. Mon frère, bienvenue à Al-Miezan. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Sofiane et je suis conseiller psychosocial. J'imagine que je n'ai pas besoin de te présenter Souleymane. Il sera présent tout au long de la séance. Ce jeune homme n'a que 17 ans. Il s'est converti à l'islam il y a 6 mois, mais il a du mal à gérer sa nouvelle identité. Avec l'islam, on change. On voit les choses différemment. Mais on ne peut pas en parler aux gens parce que ça ne les intéresse pas. C'est comme si je menais une double vie. Quand je vais à l'école avec mes frères, on parle de l'islam. Mais quand je rentre chez moi, je ne peux plus. C'est comme si j'étais quelqu'un d'autre.
C'est dur à expliquer, mais parfois je me demande si je suis musulman ou pas, parce que j'ai vraiment l'impression de vivre dans deux mondes différents. C'est vrai, on se demande souvent comment gérer cette situation. Est-ce que ce sont vraiment deux mondes complètement séparés? En m'impliquant dans l'islam, je me sens bien. J'ai l'impression de faire quelque chose de bien. Mais quand je rentre chez moi, je vois des gens nus à la télé et ça me gêne. Je veux pas être associé à ça. J'entends certaines musiques et je veux pas de ça non plus. Mais quand je m'exprime à ce sujet et que je parle de l'islam, on me considère comme un idiot. Un idiot. C'est comme ça que beaucoup de gens me voient. Pour eux, c'est une religion stupide. Et tu as l'impression de ne pas pouvoir pratiquer ta religion pleinement quand tu es chez toi, c'est ça? Pourquoi? Par exemple, pour faire ma prière le matin, je dois monter de l'eau dans ma chambre. Et tu dois faire le moins de bruit possible. Oui, parce que ma mère dort. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui me gêne, c'est de pas pouvoir dire ce que je pense, ce que je ressens. Tu as l'impression de ne pas être accepté, de ne pas être reconnu. Je me sens pas rattaché à la société. Pas du tout? Pas du tout. Et je pense que si je travaille pendant 3 ans, j'aurai assez d'argent pour aller m'installer ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire, où est-ce que tu aimerais vivre, si tu avais le choix? Dans l'idéal, en Arabie Saoudite. C'est le berceau de l'islam. Pour moi, c'est le meilleur endroit pour parfaire sa religion. Qu'est-ce qui te manquerait le plus, si jamais tu partais? Ma mère. Elle m'a bien élevé pendant 17 ans. Même si elle ne sait pas trop comment gérer ma passion pour l'islam, ce n'est absolument pas une raison pour oublier tout ce qu'elle a fait pour moi. Au bout d'1 heure de discussion, la séance porte ses fruits. Sofiane et Souleymane trouvent un terrain d'entente avec le jeune homme et l'orientent dans la bonne direction. Je crois que je n'ai plus de questions. Je te laisse la parole. Tu as dit que tu te sentais gêné dans ta pratique de l'islam. Mais chez toi, est-ce qu'on t'interdit de prier? Non, je prie dans ma chambre. Dans ta chambre. Et personne ne t'en empêche? Non. D'accord. Alors quand tu montes de l'eau dans ta chambre le matin, en faisant le moins de bruit possible, tu te conduis comme un bon fils. Les gens qui n'ont pas la même croyance que toi ne veulent pas être réveillés. C'est normal. Tout comme c'est normal pour toi de faire ta prière aussitôt. De temps en temps, il faut essayer de se mettre à la place des autres. Même si on n'est pas forcément d'accord avec eux, c'est très important d'essayer de comprendre leur point de vue. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais si tu te bases uniquement sur tes convictions, tu ne comprendras pas les réactions des gens qui t'entourent. Quand tu rentres à la maison, tu es toujours la même personne. Quelqu'un qui ne parle pas de l'islam chez lui n'est pas forcément un mauvais musulman. Mais quelqu'un qui se conduit mal chez lui ne peut pas être un bon musulman. Être musulman, ça ne consiste pas seulement à parler de l'islam. D'accord, c'est un sujet que tu ne peux pas aborder quand tu rentres chez toi. Mais est-ce que tu peux être un bon fils? Est-ce que tu peux être gentil avec ta mère? Si tu t'es converti à l'islam et que tu prépares du jus d'orange pour tes parents le matin, que tu les aides à la maison, que tu te conduis bien avec eux, c'est beaucoup plus fort que de simples paroles. C'est pour ça que Mahomet, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit le meilleur d'entre vous est celui qui se conduit le mieux. Il n'a pas dit c'est celui qui parle le plus. L'islam délivre un message positif. Et ce message, tu dois l'exprimer à travers ton comportement. En agissant comme ça, tu ne seras plus tiraillé entre deux mondes. Tu feras ce qui est bien, tout simplement. C'est tout à fait possible d'être un bon musulman et de vivre ici. Quand tu vas sur le terrain pour jouer au foot avec les autres, tu pratiques également l'islam. Je pense que ça peut être vraiment bénéfique de voir les choses comme ça. Autre chose? J'aimerais le remercier. Ouais. Ce n'est pas facile de se confier comme tu l'as fait. C'était très courageux et très mature de ta part. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'en parlant à certaines personnes, vous les avez dissuadés de partir? Ouais. Vous les avez convaincus? Il m'est arrivé de parler avec des gens qui commençaient par m'insulter, en me disant « tu iras en enfer »,« tu es un traître, je m'en souviendrai ». Je leur réponds toujours avec respect. Il y a 3 semaines, j'ai discuté avec un jeune qui en avait assez et qui voulait partir. Il disait qu'il n'avait rien à faire dans cette société et qu'il ne supportait plus les gens d'ici. On a parlé franchement, je lui ai demandé ce qu'il entendait par là.
Et après notre troisième conversation, il a décidé de rester et de poursuivre ses études en Belgique. Après seulement 3 conversations, ça signifie que les gens écoutent si on s'y prend bien et si on leur parle normalement. Je pense que le problème vient surtout de la politique actuelle de répression envers la radicalisation des jeunes, même si on ne sait pas toujours à quoi ça fait référence. Comme tu l'as dit, de nos jours, c'est facile de coller l'étiquette de radicalisation sur un homme qui porte une robe longue et une barbe. Je pense que la particularité de notre centre, c'est qu'on s'intéresse vraiment à la personnalité de l'individu qui vient nous voir. Ce n'est pas du tout le cas dans d'autres services municipaux, et c'est logique. Leur priorité, c'est d'assurer la sécurité dans notre société, et je suis entièrement d'accord avec cet objectif. Mais ce n'est pas une approche individuelle. Ça consiste à mettre dans un même panier tout un ensemble de personnes qui se ressemblent un peu, parce qu'on veut leur coller une même étiquette. Souleymane doit partir précipitamment. Nous sommes vendredi, c'est le jour où il officie à la mosquée de son quartier. Il y a 20 ans, lui aussi était un jeune converti à la recherche de sa propre identité. Aujourd'hui, c'est un imam respecté et un exemple pour beaucoup de jeunes musulmans. La mosquée est pleine à craquer. Ceux qui n'ont pas pu entrer peuvent écouter la prière sur Internet. Des centaines de croyants suivent la retransmission en direct. Les vidéos sur le web attirent également des milliers de visiteurs. Souleymane est l'un des rares imams en Belgique à prêcher en arabe et en néerlandais, la langue maternelle des jeunes qu'il souhaite toucher. Avec la volonté d'Allah, j'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire d'un jeune musulman, ou d'un jeune flamand, d'un jeune qui, au départ, n'était pas musulman, et qui l'est devenu. Très souvent, on s'aperçoit que quand ces jeunes se convertissent à l'islam, la plupart se limitent à dire Allahu Akbar, ou Subhanallah, ou Mashallah. Et on les applaudit et on les accueille parce qu'ils sont devenus musulmans. Mais ensuite, ils se retrouvent seuls, livrés à eux-mêmes. Et on ne leur apprend pas à comprendre l'islam. On les laisse se renseigner sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les livres, sans s'assurer qu'ils comprennent bien ce qu'est notre religion. Et au bout d'un moment, ces jeunes devenus musulmans depuis à peine 5 mois ne vont plus à la mosquée. Ils se font d'autres amis et prennent une autre direction. Certains viennent me voir pour que je les aide. Mais combien de personnes puis-je recevoir? 2, 3, 5, 10, 12? C'est de notre responsabilité à tous. Il faut faire de notre mieux pour rester en contact avec eux. Après la prière, on se rend vite compte à quel point l'imam est respecté. L'un de ses fidèles va attirer notre attention. Un esprit sain dans un corps sain. Souvenez-vous de notre meilleur exemple, notre prophète. Que la paix soit avec lui. Lui aussi a été mis à l'épreuve. Il a même fait la course avec sa femme, Aïcha, pour savoir qui était le plus rapide. Parfois, c'est sa femme qui gagnait, ou il la laissait gagner. Et parfois, c'est lui qui gagnait. Si l'islam attend de nous un comportement irréprochable, il est important de d'abord développer une énergie positive avant de pouvoir la communiquer. Allahu Akbar. Imad a 28 ans. En Belgique, il est à la fois très intégré socialement et profondément religieux, en harmonie avec les deux mondes. Et pourtant, concilier ses croyances religieuses avec la société occidentale n'a pas été facile.
Beaucoup de jeunes passent par une phase où ils veulent en savoir plus sur l'islam. Mais comme ils ne parlent pas arabe, ou du moins pas l'arabe classique, ils cherchent des livres en néerlandais. Mais le problème, c'est que la plupart des livres qu'ils trouvent en néerlandais défendent une vision salafiste de l'islam. En tout cas, à mon époque, c'était comme ça. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis juste que ça ne leur donne qu'un seul point de vue. Celui qu'on trouve principalement en Arabie Saoudite. Sans même s'en rendre compte, ils deviennent comme des moutons, qui suivent une seule voie sans savoir ce que les autres proposent. Et toi aussi, tu as été un mouton? Au début, oui. Avec la vision plutôt radicale de l'islam qu'on t'a enseignée, tu ressentais de la colère? Quand on s'enfonce dans une certaine vision, oui, on se rend compte qu'on devient plus dur, notamment envers sa famille et son environnement. On rejette tout ce qui est différent. On perçoit la différence comme une menace, un objet de dégoût. On la repousse et parfois de façon agressive. Ils font tout pour que vous adoptiez une attitude extrême et que vous ne conceviez qu'une seule issue, que vous n'ayez qu'une seule vision. C'est pas bien. Ça vous rend intolérant. Imad a mis le doigt sur le problème. Du fait de sa propre expérience, il sait pourquoi les choses tournent mal pour de nombreux jeunes. Mais il sait aussi qu'il y a une solution. J'ai toujours voulu aider mes concitoyens. En 2009, j'ai eu l'opportunité d'aller à Gaza. Et je suis allé en Palestine. Après ce que j'ai vu là-bas, je me suis promis de tout faire pour sauver des vies. Et je continuerai de réaliser mon rêve jusqu'à ce qu'un jour, j'espère, il n'y ait plus d'injustice. J'y crois. Vous auriez des sacs? On va apporter toute cette nourriture à une banque alimentaire. À l'Ikram. Salam alaikum. Salut mon ami, ça va? J'arrive dans moins de 5 minutes. Ok, je t'attends. Al-Ikram est une association fondée par Nordine Charkaoui. Elle n'est pas subventionnée. Elle vit grâce aux dons. Quand les gens font leurs courses, ils achètent un peu plus de nourriture et ils l'apportent ici. Lui, c'est Nordine. Il vient de la ville de Borgarot. Tu vas en Palestine, à Gaza. Tu vas dans des camps de réfugiés syriens, en Jordanie. Mais ici aussi, on a des Palestiniens et des Syriens. Toi, tu vas aider des gens là-bas, avec d'autres bénévoles. Et moi, j'aide ici. C'est comme ça qu'on est tous unis. C'est notre djihad. On se bat pas avec des kalachnikovs, mais avec des vivres et des produits d'hygiène. Ce sont nos armes, notre djihad. Allez, bonne chance, avec l'aide de Dieu. Inch'Allah. Prends soin de toi. Merci. Salut. 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 Salia aussi veut participer au combat contre l'extrémisme. Elle aimerait transformer la perte de son fils en quelque chose de positif. Vraiment grandir de cette expérience malheureuse, qu'elle serve un petit peu à tout le monde. Parce que moi, je sais que par mon message et le fait que je témoigne, je vais éviter à beaucoup de mamans de souffrir comme moi. Mais pour ça, on a besoin d'une reconnaissance officielle. Je me vois bien comme coordinatrice, par exemple, d'une cellule contre la radicalisation. À Vilvoorde, je rencontre Fatima Lamarty. Elle est conseillère municipale déléguée aux affaires sociales et de ce fait proche des citoyens. Et pourtant, elle ne pensait pas que tant de jeunes partiraient.
Ça nous a vraiment surpris. C'était incroyable. Je connais très bien ces familles et ces enfants. Quand j'ai su qu'ils étaient partis et que même les parents n'étaient pas au courant de leur projet, j'ai compris que la radicalisation avait été très rapide. Et ce n'étaient pas des voyous, c'était des jeunes de bonne famille. Pourtant, des radicaux ont réussi à les convaincre et à les rallier à leur cause. Maintenant, il faut se demander comment on peut gérer ce problème. Face à ce problème croissant, la ville a opté pour une approche coordonnée en impliquant l'imam, les enseignants et les parents. Fatima est leur conseillère. Ça va? Ça va. Sur une bonne route. Ah oui, quand même. Ouais. Aujourd'hui, Fatima et Salia vont rencontrer une mère d'Anvers dont le fils est aussi parti en Syrie. Ces femmes veulent partager leurs expériences. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à les filmer. Mon fils triait le courrier en regardant les publicités. Et tout à coup, il est tombé sur ce papier. Il me l'a donné et je l'ai balancé sur la table. J'y ai jeté un rapide coup d'œil et tout ce que j'ai vu, c'est le mot Syrie. Il m'a appelé quelques jours après. Mon fils est parti 2 jours après son anniversaire, ses 18 ans. Il m'a dit « Maman, il faut que j'y aille ». Il n'arrivait même pas à me regarder. C'était un bon garçon, vraiment. Il travaillait bien à l'école et il était très serviable. Tous les jours, je me demande s'il est encore en vie. Plusieurs fois, on a dit à Fatima que son fils était mort, mais c'était faux. Un jour, un journal a écrit qu'il était mort. Ils avaient même publié sa photo. Mais sur la photo, il était impossible de le reconnaître. Mon mari a dit « Fatima, c'est pas lui ». J'ai dit « Oui, mais il y a son nom dessus ». C'est un cauchemar, un de ceux dont on ne peut pas se réveiller. Puis un jour, il m'a dit qu'il ne reviendrait jamais. Tu es en contact avec d'autres mères dont les fils sont partis en Syrie? Pas beaucoup, 1 ou 2. Elles sont distantes? Oui, assez réservées. Il y a de groupes de parole à Anvers? Non. La municipalité d'Anvers m'a dit qu'ils essayaient de réunir les parents, mais que c'était difficile. Mais nous, on a une réunion vendredi des parents. Je ne sais pas si tu sais venir, tu es la bienvenue pour rencontrer d'autres familles. Et il y a encore des gens qui partent, c'est terrible. Hein? Oui, c'est terrible. Parfois, j'ai envie de dire à ces enfants, regardez dans quelle situation nous sommes. Nous vivons un enfer. Ne faites pas ça à vos parents. J'éprouve aussi un sentiment de culpabilité. Tu ne dois pas te sentir coupable. Je sais, c'est facile à dire. En tant que mère, c'est instinctif. Je sais. Le sentiment de culpabilité, il va toujours rester. Mais ce qu'il y a, c'est que les autres enfants, ils ont perdu un frère parce qu'il est parti là-bas, même s'il est toujours vivant. Mais ils ont aussi perdu leurs parents, parce qu'on n'est plus comme avant, et on ne sera jamais plus comme avant. Et ces nouveaux parents-là qu'on est, on doit faire un maximum pour être le mieux qu'on peut. C'est pas facile, parce que c'est tous les jours que tu dois construire ça. Mais d'un autre côté, les enfants qui sont restés, eux, ils n'ont rien demandé, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Moi aussi, je ne savais pas comment dire ça à ma fille. Ton frère est parti mourir dans une guerre. Il nous a laissés, mais il a choisi d'aller là-bas pour aider des gens. Parce qu'il est parti, quand il est parti d'ici, il nous a dit... Oui, moi aussi. Je vais aider la veuve et l'orphelin. Oui, c'est aussi ce qu'il m'a dit. Et j'aimerais bien trouver des mamans comme toi, parfaite néerlandophone. Parce qu'on m'a demandé d'aller dans une école néerlandophone pour parler. Tu aimerais faire comme Saliha? Aller parler dans les écoles, témoigner, faire des choses comme ça? Ça te dirait? Oui. Tu irais? Oui, oui, pourquoi pas.
Je me verrais bien faire ça. Je veux aider. Désormais, Saliha et Fatima travailleront ensemble. C'est un jour pas comme les autres pour les élèves de cette école primaire d'Hoboken. Suite aux attentats, le directeur craint les réactions de certains de ses élèves. Il a décidé de faire appel à l'imam Vanael et de l'inviter à l'école. D'après vous, est-ce que je suis turc ou marocain? Doucement, du calme. En fait, je suis belge de souche. Je suis devenu musulman il y a 18 ans. Quand je croise des enfants marocains, ils me disent « Ah, tu es devenu marocain !» Quant aux enfants turcs, ils me disent que je suis devenu turc. Mais je suis simplement devenu musulman. Un jour que Mahomet, Dieu le protège, était en chemin, 3 personnes ont surgi en face de lui. Ils lui ont dit « Nous sommes les personnes les plus mauvaises au monde. » Que pensez-vous qu'a fait Mahomet? Il leur a répondu « Si comme vous le dites vous êtes mauvais, je ferai en sorte que vous deveniez bon. » Si des personnes se mettent à hurler, à frapper leurs prochains ou même à les tuer, est-ce qu'ils se comportent comme l'aurait fait Mahomet? Non, ils n'agissent pas comme lui. Quand les gens observent les musulmans, il arrive qu'ils voient des musulmans qui sont dans l'erreur, des musulmans qui frappent leurs prochains, ou des musulmans qui assassinent. Et ils en déduisent que l'islam, c'est ça. Vous comprenez? Mais si nous, en tant que musulmans, nous nous efforçons d'agir comme Mahomet, alors les gens verront l'islam sous un autre jour. Parmi ceux qui justifient leurs actes en invoquant la volonté de l'islam, certains ne disent pas la vérité. Et c'est pour ça que les gens se font de fausses idées sur l'islam. C'est tout pour le moment. Venez me voir si vous avez des questions. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. Il ne faut pas hésiter à prendre la parole quand nous pensons que certaines idées qui circulent demandent que l'on y réagisse. Si nous ne le faisons pas, d'autres s'en chargeront. C'est bien l'État islamique? Si tu veux le savoir, reste ici. Incroyable. Et je pense que nous sommes arrivés à un point où il nous faut apporter des réponses claires et sans ambiguïté. On ne peut pas tourner autour du pot. Il faut dire en toute simplicité comment sont les choses et comment elles devraient être. Il n'y a pas suffisamment de gens qui s'impliquent directement. C'est une évidence. J'espère qu'une prise de conscience va s'amorcer pour que chacun se mette à montrer le modèle à suivre. Si on veut être bon, il faut... Pardonnez? Oui, mais ce n'est pas la réponse que j'attendais. Vivre comme Mahomet. C'est encore autre chose. Il faut traiter son prochain comme on veut qu'il nous traite. C'est ça le message à retenir. J'ai une question importante. Est-ce que les membres de l'État islamique sont bons? On vient de me demander ça. Mahomet ne souhaite pas voir les gens souffrir. Il nous est arrivé à tous de voir des images de personnes retenues prisonnières, battues ou brûlées vives. Ce n'est pas normal de se réjouir de ces actes. Si vous le faites, ce sont de mauvaises actions dont vous vous réjouissez. Ouais, mais si on meurt en martyr, on peut emmener 30 personnes avec soi au paradis. Je ne suis pas au courant de ça. Je peux m'entretenir à part avec 2 d'entre vous. Toi, ainsi qu'un autre garçon qui est dehors, parce que vous avez tous les 2 plein de questions. Doula, ça fait partie de l'État islamique? Tu pourras rester toi aussi. Si vous avez entendu dire ce genre de choses, je veux vous parler à part. C'est quoi l'État islamique? C'est un groupe de gens qui, au nom de l'islam, tuent et torturent des innocents. En faisant ça, ils nuisent à leurs prochains, mais ils nuisent également à l'islam. Ils donnent au Coran, à la Sunna et à la parole du prophète Mahomet une interprétation qui est la leur et qui n'est pas celle des musulmans classiques. Ils justifient beaucoup d'atrocités de cette manière. Voilà, c'est tout. Avec l'aide de Dieu, je me suis fait de nouveaux amis parmi vous. Au revoir. Il y a 3 élèves qui viennent de me demander si l'État islamique était bon ou mauvais. Suleiman s'entretient quelques instants avec les 3 garçons. Ce qu'il entend le tiendra éveillé toute la nuit.
Souleymane ne se contente pas d'intervenir dans des établissements scolaires. Il dirige aussi sa propre école musulmane. Les élèves y sont sensibilisés à l'islam le mercredi et le samedi. Mais ce matin, Souleymane a encore en tête son intervention d'hier. Ce que j'ai vu hier m'a beaucoup touché. Les élèves étaient adorables. On aimerait que ces enfants n'aient pas à savoir certaines choses. Et je vous en prie, après vous. Ils avaient entre 10 et 12 ans. Et qu'est-ce qu'ils savaient? Ils se rendent compte de la situation? Ils savent pertinemment ce qui se passe. Ils voient aussi les reportages qui passent au journal télé. C'est important de les sensibiliser dès cet âge-là? Oui, bien sûr. Je suis convaincu que le problème n'est pas l'islam, mais l'interprétation que certains en font. C'est pour ça que c'est important que ces enfants soient bien encadrés dès leur plus jeune âge. Quand ils se radicalisent, c'est déjà trop tard. Ça veut souvent dire qu'ils ont déjà beaucoup souffert. Je crois que si on les prend en charge tout petit, comme j'essaie de le faire ici, on évite que le problème ne se pose plus tard. L'enfant donne des coups de pied à sa maman. C'est bien ou ce n'est pas bien? Inaya? Ce n'est pas bien. Donc on met un moins à côté. Ici, c'est votre école? Oui, on a 4 salles de classe. C'est là que les enfants suivent les cours qui sont dispensés en flamand. On n'enseigne pas l'arabe. C'est un choix délibéré de notre part. C'est important pour nous d'enseigner en flamand, la langue de notre pays, car c'est ici qu'on a tous grandi. Pensez à quelque chose. C'est positif ou c'est négatif? Positif? Salam alaikum. Vous allez bien, les enfants? Quand ils quittent cet environnement bienveillant, ils sont confrontés à d'autres choses. Les images qu'ils voient à la télé ou sur Internet, des images de guerre. C'est un monde différent de celui-ci. Je compte sur l'école pour jouer un rôle d'antivirus. Il y a du nouveau aujourd'hui? J'étudie les demandes d'inscription. D'accord. On a commencé à en recevoir en avril et en mai. Ouais. Il y a une longue liste d'attente. Combien d'élèves sont scolarisés actuellement? En ce moment, je crois qu'on doit avoir autour de 70 élèves. À l'avenir, on espère pouvoir agrandir l'école. Ça permettrait d'accueillir davantage d'enfants. Et idéalement, vous voudriez scolariser combien d'enfants ici, si vous aviez les moyens? Je dirais entre 350 et 500 élèves. Ah ouais, ça fait beaucoup. C'est mon objectif. Vraiment? Oui. Je me suis investi dans de nombreux projets, comme le centre psychosocial par exemple. C'est cette initiative qui est la plus gratifiante pour moi. Ah oui? Oui. Ce qui est formidable, c'est que les parents qui inscrivent leurs enfants ici partagent tous l'idée que nous devons travailler à un avenir meilleur. Nous voici au Liban, en route vers la frontière syrienne. En partenariat avec une organisation humanitaire, Imad conduit un groupe de jeunes flamands à la découverte de l'un des nombreux camps de réfugiés syriens de la région. On ressent tous de la frustration par rapport à ce qui se passe en Syrie. On aimerait tous pouvoir faire quelque chose. À travers un engagement humanitaire, on peut convertir sa frustration en acte de charité. Pour la transformer en quelque chose de positif? Exactement. Et aujourd'hui, on va faire quoi? On va commencer par rendre visite à une Syrienne, mère de 4 enfants. Un jour, pendant la guerre, elle se rendait à la boulangerie avec son petit dernier serré dans ses bras. Et elle a reçu une balle. Bonjour. Ça va?
Je m'appelle Rawan Saleh et je suis palestinienne. Je m'appelle Samira. Je suis de Mechelen en Belgique. Je suis d'Anvers et j'ai 18 ans. Je suis venue pour aider les réfugiés qui vivent dans ce camp. Je m'appelle Yacine. J'étudie la psychologie à Anvers. Je m'appelle Noura, j'étudie la gestion publique. Je m'appelle Ahmed Chouyouhi, j'ai 23 ans et je viens de Mechelen. Nous partons à la recherche de Khouloud, la maman blessée. Elle vit dans ce camp depuis près de 2 ans. En 2 ans, personne n'a dû la serrer dans ses bras. Bienvenue à vous. Tu préfères grand comme ça ou comme ça? Hein? J'ai été touchée au cou par une balle qui est ressortie de l'autre côté. Je tenais mon fils dans mes bras. Je suis tombée sur lui. Il m'a crié « Lève-toi, maman !» Mais moi, j'étais inconsciente. Je ne pouvais pas me relever. J'étais paralysée. Et maintenant, je suis ici. Je ne reçois aucun traitement et je ne vois pas de médecin. Personne n'a pris soin de moi jusqu'à ce que vous veniez me voir. Que Dieu vous bénisse. Les gens du secours islamique se sont penchés sur mon cas et ils me sont venus en aide. Quel métier tu veux faire quand tu seras plus grande? Docteur. Docteur? Et pourquoi? Pour guérir les gens. J'espère que Dieu exaucera ton souhait. On va y croire très fort. D'accord? D'accord. Mes enfants ont besoin de moi, en particulier ma fille. Quand elle va jouer avec ses amis, elle voudrait que je lui tresse les cheveux comme ceux de ses copines ou que je l'aide à s'habiller. Mais je ne peux rien faire de tout ça pour elle. Une des filles de notre groupe sort soudain de la tente. Elle est en larmes. J'ose pas imaginer que ma mère puisse se retrouver paralysée comme ça. Ça me fait du mal, parce que je trouve ça injuste. On ne parle des droits de l'homme qu'en Europe et aux États-Unis. Ici, c'est comme si ça n'existait même pas. En ce moment, c'est nous qui finançons ses soins médicaux. Nous allons voir de quelle façon son état a évolué. Donc il serait nécessaire qu'elle se fasse opérer en Europe? Oui. D'accord. Idéalement, on voudrait pouvoir la faire venir en Belgique. Mais tant que ça n'est pas possible, on l'aide comme on peut ici. À titre individuel, le meilleur moyen pour nous d'aider ces gens de façon significative, c'est de nous investir dans l'humanitaire. Parce que si on part se battre en Syrie, qui va s'occuper d'eux? Qui va leur monter des tentes? Qui va leur apporter de quoi manger? Qui va leur fournir des médicaments? Qui le fera? C'est aussi ça le djihad? Bien sûr. C'est même l'une de ses formes les plus nobles. Pour moi, c'est ça le djihad. Et vous comprenez que ce mot puisse nous faire peur à nous? Je sais que le djihad a une connotation négative. C'est un mot qu'on associe à des actes de violence, aux décapitations. Mais faire le djihad, ça veut dire se détacher du mal, aspirer à faire le bien, se purifier au plus profond de son être. Voilà ce qu'est le djihad. Mais le sens en a été détourné par l'État islamique. Et vous ne pouvez pas lutter contre ça? On ne peut pas combattre ce problème par la violence, parce qu'il s'agit d'une idéologie, et qu'on ne peut pas bombarder une idéologie. C'est intellectuellement qu'il faut lutter contre eux. De retour en Belgique, je passe à Anvers rendre visite à Suleiman. S'il y a quelqu'un qui est à même de lutter contre les idéologies extrémistes, c'est bien lui. Ça fait environ 5 ans que je travaille ici.
Est-ce qu'il vous arrive de penser qu'il n'y a pas d'espoir, que le combat est perdu d'avance? Beaucoup de choses peuvent encore changer. Nous avons atteint un point où certains se radicalisent encore plus qu'avant, mais où ceux qui se tiennent à l'écart des extrêmes se rapprochent aussi davantage les uns des autres. Je pense que tout cela peut s'unir. Moi, je suis quand même frappé par l'ampleur du fossé qui nous sépare maintenant les uns des autres. Bien sûr. Il y a une peur réciproque quand même. C'est très triste de voir que musulmans modérés et non-musulmans se retrouvent séparés par ce fossé. Un fossé qui n'arrête pas de grandir à cause des idées extrémistes. Chaque communauté s'éloigne de l'autre pour une raison qui n'existe même pas. On dit que 450 musulmans ont quitté le pays. 450 musulmans de partis, c'est 450 de trop. Mais en même temps, il y en a encore plus de 500 000 qui sont restés en Belgique. Ouais, mais ça fait quand même beaucoup. Oui, c'est sûr. Chaque personne qui s'en va, c'est une personne de trop. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que de nombreux jeunes voient encore leur avenir en Belgique. Peut-être qu'on pensera de ceux-là qu'ils veulent partir aussi, même s'ils n'ont jamais pensé à le faire. C'est courageux de votre part de lutter contre les discours extrémistes. Vous vous êtes fait des ennemis? Bien sûr que oui. Il y a plein de gens qui m'en veulent. Mais je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit de parler de ce qui ne va pas au sein de ma propre communauté. Et vous n'avez pas peur que quelqu'un essaye de vous faire taire? La seule manière de me faire taire, ce serait de me mettre du sparadrap sur la bouche. Il y a beaucoup de Flamands qui doivent se dire, si seulement il y en avait plus comme vous. Je comprends. Mais je crois que nous sommes très nombreux à être dans mon cas. Je connais plein de gens qui pensent comme moi, mais qui n'ont pas les moyens ou l'occasion de l'exprimer à travers des mots. J'essaie d'être la voix de ceux qui pensent comme moi. En tant que converti, vous êtes un trait d'union entre les communautés, en fait. Oui, je me suis converti. Et je peux vous demander pourquoi? Comme bien des gens, je m'interrogeais sur le sens de ma vie. Je voulais connaître la raison de ma présence sur Terre. Je suis arrivé à la conclusion qu'en ce qui me concernait, l'islam apportait un bon équilibre à ma vie, autant d'un point de vue économique et social que d'un point de vue spirituel, ou encore dans mon rapport aux autres. Pour moi, les préceptes de l'islam font partie intégrante d'une vie heureuse. C'est pour ça que j'ai choisi cette voie. Même si je comprends que dans le contexte actuel, ce soit une décision étrange aux yeux de beaucoup de gens. L'islam dont je parle, c'est celui qui est entré dans ma vie, celui que j'ai étudié. Il m'a aidé à me découvrir moi-même. C'est la fin de ce numéro. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur Facebook, sur la page spéciale investigation. La semaine prochaine, nous enquêterons sur François Hollande et les Verts. Il va présider la COP21 la semaine prochaine à Paris. Mais comment l'État français traite-t-il ces écolos de terrain, ceux qui contestent ses projets localement? Là, c'est une autre histoire. Alors, la semaine prochaine, d'ici là, continuez de décrypter l'info sur Canal. Salut!